Gaëtan Jeune Radio Insolite, bonjour à tous et bienvenue. Vous voyez, vous l'avez d'un côté, vous l'avez de l'autre, vous l'avez derrière moi, si vous, pardon, derrière moi si vous regardez, et vous l'avez sur la gauche de l'écran. Bonjour Raphaël. Bonjour Alain. Alors, Raphaël, content de te découvrir. Avant de dire quel est le thème de notre rendez-vous, d'abord, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Alors, je m'appelle Raphaël, je suis savoyard, j'ai 46 ans. J'ai fait des études de cinéma à Paris il y a une vingtaine d'années et j'ai fait des études aussi de commerce. Et voilà, j'ai travaillé en télévision et aujourd'hui, je travaille dans la publicité depuis une dizaine d'années. Voilà. Pourquoi? Pourquoi tu as suivi ce parcours? Pourquoi j'ai suivi ce parcours? En fait, moi, je suis issu d'une famille de commerçants à la base, on va dire, ce qui est drôle. Mes parents Oui. étaient dans le commerce. Donc, moi, j'ai été tout petit amené à aller sur les marchés avec ma mère. Et du coup, j'ai été tout de suite amené à avoir du contact avec les gens, tout petit, quoi, à 13, 14, 15 ans. Et je crois qu'on a, quand on grandit comme ça avec des parents qui nous forcent aussi à aller voir le monde du travail très jeune, très tôt, c'est une super école. Donc, moi, j'ai toujours aimé ce contact avec les gens. Donc, essayer d'être ouvert sur l'autre en général. Et vu que j'avais quand même au fond de moi une fibre artistique, j'ai voulu faire des études de photo et de cinéma parce que j'avais vraiment ça au fond de moi. Et j'ai eu la chance d'aller à Paris pour apprendre, ce médium parce que j'étais vraiment passionné de photos et de vidéos. Donc, mes premières années de travail, c'était vraiment comme assistant sur les tournages de téléfilms et de séries. Et voilà, j'ai adoré cette partie-là. Alors, quand je dis quand on commence, qu'on est assistant, effectivement, alors j'ai commencé par ramener les cafés sur les plateaux. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai commencé à apporter les. Est-ce que tu faisais des photocopies aussi? Parce que c'est important, photocopier et café. Ouais, bien sûr, on fait les photocopies en production. Et puis après, on fait les cafés. Et puis après, on est sur les tournages, quoi. Je plaisante C'est une super évidemment. période. Dis-moi, tu as dit que tu étais en Savoie. Tu es où exactement en Savoie? Alors, je suis à Aix-les-Bains, en Savoie, au bord du lac du Bourget. Je rappelle pour ceux, c'est pas possible que vous n'ayez pas suivi, je vous rappelle qu'on a installé les quartiers d'été en août 2020 à Aix-les-Bains, Riviera-des-Alpes. Je vais faire un petit coucou à Monsieur le maire, Renaud Beretti, qui a été d'un accueil extraordinaire, à l'Office de tourisme et même, comment dire, à tous ceux qui m'ont aidé à faire plus de 60 reportages durant l'été. Aix-les-Bains, mais alors dis-moi, Paris doit te manquer, parce qu'à Aix-les-Bains, il n'y a pas la Tour Eiffel, il n'y a pas les Champs-Élysées. Paris ne me manque plus trop. J'ai quitté la capitale il y a déjà une quinzaine d'années. Et voilà, en fait, j'ai privilégié ma qualité de vie. Puis ma compagne de l'époque, en fait, ne voulait surtout pas habiter Paris, donc je l'ai suivi. Donc D'accord. j'ai suivi mon cœur et j'ai un peu quitté le milieu du visuel à ce moment-là, quoi. Voilà. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est donc là, on va commencer à parler de ta passion. C'est une passion, la photo? C'est quoi? C'est un métier? Comment est-ce qu'on peut présenter ça? Oui, c'est une passion, en fait. Pourtant, dans ma famille, personne ne prenait de photos, vraiment personne. C'est étonnant parce que, étant petit, j'ai pas eu d'appareil tout de suite. C'était le début des caméras VHS, tu sais, c'était un peu la mode des Hi8 et dans les années 80, à la fin des années 80-90, c'était les Excuse-moi, premières caméras. V quoi? Les V? caméras, les caméras Hi8, tu te rappelles pas? Non, tu as dit VH, VH quoi? V VHS. c'est quoi? Ah oui, c'est vrai. On se rappelle plus. On se rappelle plus que c'est Moi, qu'une je fais pas VHS. le Des 98 ans, grosses alors je sais pas cassettes. ce que ah oui. C'est des grosses cassettes qu'on mettait dans les magnétoscopes. Dans les quoi? Ouais, ouais, oui, oui. C'est pas la peine d'en parler, c'est trop vieux. C'est Ah, trop tu vieux. parles des comme les trucs anciens, les 78 tours et tout ça, les On, trucs d'accord. on se demande aujourd'hui à quoi ça sert. Les gens allaient au vidéoclub louer des vidéos quand même, et on devait ramener la cassette, t'imagines? Oui, non, mais tout à fait. C'était il n'y a pas très longtemps. Alors justement, la question que j'aime bien poser avant d'attaquer comment dire, sur le sujet principal, le déclic, c'est quoi? Tu dis que tu n'avais pas d'appareil photo. Ensuite, tu dis, j'ai fait des études et tu fais de la télé. Alors, c'est quoi le déclic?
le déclic, c'est quoi? Je crois que c'est la caméra qui, quand même, que mes parents avaient acheté pour nous faire plaisir. Et c'est une caméra que je me sers pour filmer les gens autour de moi. Je l'ai amenée sur les marchés. Oui. Je filmais même ma mère, tu vois, tout à l'heure, on parlait des marchés, mais je l'amenais avec moi et je filmais les gens. Je faisais des petites interviews. C'était rigolo, quoi. Je me suis filmé aussi tout seul devant la caméra, un peu ce que font les youtubeurs aujourd'hui. Je l'ai amené en cours, je me suis fait gauler en cours avec ma caméra, les profs me sucraient la caméra et à la fin, ils me disaient, bon, je te la rends, en fait, j'aimerais acheter une caméra, qu'est-ce que tu me conseilles? Et du coup, je faisais des petits montages avec des copains. Et le déclic, c'est ça, c'est vraiment en seconde, troisième, seconde, première, terminale, où je faisais déjà des films à l'école, au lycée, des films je faisais des montages de voyages d'études. Et j'adorais filmer les gens, les interviewer, tu vois, c'était aller vers l'autre, c'était un moyen d'échanger, puis surtout de se retrouver tous ensemble autour du résultat final et de sentir les émotions qu'il y avait à regarder le résultat, quoi. Je crois que le meilleur moment, c'est quand on est face au résultat final et on est spectateur de ce qui se passe, quoi. Voilà. D'accord. OK. On a décidé de faire une formule un peu originale et vous le voyez, c'est-à-dire qu'on a décidé plutôt que d'avoir des photos qui viennent et quand vous êtes sur Zoom, puisqu'on est en train de faire cet enregistrement sur Zoom, soit on a les écrans avec les personnes qui parlent, soit on a les photos. On a décidé de mettre les photos en fond de page, ce qui permet d'avoir quelque chose d'original. Donc vous avez vu, le première chose, c'est-à-dire que moi j'ai copié simplement la photo de la page Facebook de Raphaël. Vous le voyez. Maintenant j'ai mis le logo de Directement de la radio insolite. Et toi, maintenant, tu as mis une autre photo. Alors, le thème qui a fait que j'ai eu envie de t'appeler, c'est d'une part, évidemment, TXoi. Deuxième point, c'est toi. Et troisième point qui est important, tu as mis une phrase en disant, derrière une photo, il y a une histoire. Oui, tout à fait. Alors, pour expliquer le contexte, il y a 2 ans, il y a 2 ans, j'ai quitté ma compagne et j'ai quitté mon travail et je suis allé rendre visite à mon oncle qui habite en Algérie. Et mon oncle, il est prêtre, Hmm. missionnaire, et il a 80 ans. Voilà, c'était mon premier voyage en Algérie. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'aller le voir. Mhm. Et je suis allé lui rendre visite et j'ai pris mon appareil photo, t'imagines bien. Et je me suis dit, je vais en Algérie, je ramène des photos et de ces photos, j'en ferai une expo. Je ne sais pas pourquoi. En fait, j'avais jamais exposé mon travail. Je voulais vraiment exposer et m'exposer. Et je me suis dit, je réfléchis pas, je verrai sur place, je me fais confiance. Et du coup, je suis allé voir mon oncle qui habite là-bas depuis 50 ans. Et en tant que prêtre, missionnaire, Mhm. je voulais vraiment me rendre compte de ce qu'il faisait au quotidien. Voilà. Donc, je suis allé à Alger. Il faut savoir que aujourd'hui, aller en Algérie, ce qui n'est pas un pays touristique, hein, il n'y a pas réellement d'infrastructure touristique, vous n'avez pas d'hôtel, rien n'est fait pour le touriste comme au Maroc ou en Tunisie. Il vous faut un visa, il vous faut un endroit pour être hébergé. Donc, moi, j'avais la chance d'avoir cet oncle qui habite à Mascara et qui, là-bas, gère une communauté. Voilà. Euh, il est arrivé en Algérie en 69. Et là, on peut le voir sur la photo qui est derrière moi. Donc, c'est une photo que j'ai prise au retour d'Oran. On avait été à Oran rendre visite à des petites sœurs des pauvres. Ils voulaient que j'aille les rencontrer. On avait fait une série de photos. On est allé évidemment aller à la cathédrale Santa Cruz qui domine Oran. Et là, c'est au retour le soir, en allant sur Mascara. Je prends cette photo. Pourquoi? Parce qu'en fait, il achète des oranges au bord de la route à des Algériens. Et mon oncle, en fait, je vais essayer de le montrer, il est là avec sa petite barbe blanche. Et si on ne prête pas très bien attention, on a l'impression que c'est un Algérien. Et cette photo montre bien le degré d'intégration dans lequel il est depuis 50 ans en Algérie. Évidemment, il parle couramment algérien, il l'a enseigné, il a donné des cours d'arabe à des Algériens.
Et en fait, cette photo montre à quel point il est intégré et on ne fait même plus attention. J'ai même une anecdote, c'est que ma tante, donc sa propre sœur, en voyant la photo, ne l'a pas reconnue. Pour moi, c'était important de montrer, quand il se balade, il est en basket, en jean, en petite chemise. Il n'a pas du tout la croix, il n'a pas de signe distinctif d'appartenance à la religion catholique, parce qu'on est dans un pays musulman. Où, où la religion est religion d'État. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette exposition, c'était de le mettre en lumière, en fait, de l'action qu'il fait en tant que catholique dans un pays musulman. Voilà. Ce n'est pas une exposition sur la religion en tant que telle, parce que moi, a priori, je ne suis pas quelqu'un qui va à la messe tous les dimanches, je vis ma foi comme tout le monde la vit, et je ne mets pas d'étiquette là-dessus, mais je voulais mettre un petit peu la lumière sur lui. Ce qui était très, comment dire, assez, je cherche mes mots parce que ce n'est pas évident, parce qu'en fait, lui, il est très discret là-bas. Il fait un travail de discrétion et il ne veut surtout pas de lumière sur lui. Donc, j'ai attendu très longtemps et je me suis beaucoup posé de questions si je devais faire la lumière sur son action. Et, et je me suis très longtemps posé la question si j'étais légitime à faire ce travail de lumière sur lui. Voilà. Donc, j'assume aujourd'hui, je le montre en lumière. Cette photo, elle a été prise en instantané ou tu as patienté pour avoir ces gens qui se regroupaient Non, c'est un instantané. C'est en fait, tu sais, c'est comme si tu vas au tabac, tu vas acheter un paquet de clopes et puis tu demandes un paquet de clopes et puis 3 secondes après, tu es dans ta voiture, tu repars. Donc en fait, c'est, si tu veux, je n'ai pas de photo où je fais de la mise en scène en fait. C'est Voilà, que j'ai compris la question. non, il y a pas de mise en scène. La mise en scène, voilà, c'est la lumière qui tombe le soir. Donc, forcément, moi, c'est une heure que je privilégie pour les photos, ce qu'on appelle les horaires entre chien et loup, juste avant le coucher de soleil. Ce qui est encore mieux, c'est quand vous avez encore le soleil qui apparaît et qui va faire des effets sur le. Mais c'est un dosage, hein. C'est un dosage de lumière et du coup, c'est très, très doux, c'est extrêmement doux. Et on a un mélange de bleu, d'orange, ça pourrait être le matin, on a un peu cette même lumière tôt le matin à l'aube. L'aube et le crépuscule, ben, en fait, c'est cette lumière rasante, en fait, où le soleil est juste au-dessus de la Terre. Hein. Et dans la journée, voilà, vous avez deux moments où vous pouvez faire des très belles photos, c'est le matin et le soir. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre une autre photo pour voir justement, puisque là, moi, j'ai plein de… Il y a des choses que je vois, mais avant… alors là, d'accord. Donc, c'est la photo du bonhomme. Donc, je suis moi-même aussi en train de la changer. Ça, comme ça, on va pouvoir voir. Et elle est où non, c'est pas celle-là. Attends, c'est pas celle-là. Je vais la retrouver. Non, c'est pas celle-là. Voilà, j'en profite pour vous montrer un peu les photos qu'on a déjà sélectionnées et qu'on va voir. Où est-ce qu'elle est passée? Voilà, oui, c'est celle-là. Ouais. Voilà. Alors, avant, je peux faire quelque chose qui ne se fait pas? Bah, vas-y. Ben, moi, je vais te dire ce que je vois sur la photo. Et toi, après, tu vas me parler de cette histoire. Parce que tu vois, par exemple, sur la photo précédente, je n'ai pas voulu intervenir, mais je me rappelle lors du Salon du Livre à Montargis, en 2015, j'avais participé comme à un atelier où on disait premier plan, arrière-plan. Et moi, ce que je voyais, toi, tu parlais de ton oncle, tu parlais des oranges, et moi, je voyais les sacs en plastique bleu, je voyais le terrain de sport sur la droite, etc., etc. Puis je voyais la voiture, c'était quand même sacrément marqué. Là, ce que je vois, c'est deux personnages. Et puis, comme je te disais au moment où on a préparé, comme on a calé tout ça, je te disais sur la gauche, on voit le tapis. Donc ici, pardon, derrière moi, est-ce que tu peux montrer le tapis qui est sur ta droite, s'il te plaît? Celui-là? C'est celui-là. Et moi, sur ma gauche, on voit tout simplement comme c'est un drap ou quelque chose comme ça. Donc, c'est la première chose que je vois. La deuxième chose que je vois, c'est l'antenne de télévision et la parabole. Parce que Ouais. c'est marrant. On a vraiment, on a un terrain qui est en l'état
Et Ouais. pourtant, il y a quand même la télévision, et cetera. Et après, je vois donc, le personnage principal habillé avec, une tenue rouge et blanche et une capuche. Voilà. Donc je me dis: «OK, c'est une photo, d'un habitat traditionnel». À ton tour, à toi d'expliquer. C'est ça. En fait, il faut savoir que donc, mon oncle, qui s'appelle Raymond Gonnet, heu, habite, aujourd'hui à Mascara, qui est une ville de 60 000 habitants. C'est quand même une grosse ville. Quand même, Et oui. son quotidien, c'est d'aller, au contact des populations, de tout type de population. Il et souvent, alors le vendredi, c'est le dimanche pour nous, hein. Le vendredi, c'est le jour, de prière, c'est le jour tout ça. Et là, ce jour-là, je me rappelle, donc c'était un vendredi, on était allé rendre visite à Hadj, qui est un homme d'une quarantaine d'années qui est très, très malade et on lui a apporté, des médicaments. Et là où il habite, alors c'est à côté de cette maison qu'on voit. Et en fait, pendant qu'il était avec Hadj, Raymond, moi je suis resté avec les enfants au milieu de cette petite cour dans un petit village. Mmh. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, moi je ne parle pas arabe et les enfants ne parlent pas français. Donc on est au niveau de la communication, ne pas parler la même langue, il faut, il faut qu'on se débrouille pour pouvoir communiquer avec les yeux, avec les signes, avec les mains. Et là, donc c'était donc on voit le petit garçon qui est avec sa petite sœur, que je fais beaucoup de photos avec les deux là, et on n'arrivait pas à communiquer, quoi. C'était très compliqué de leur dire, ben là par contre on est dans une photo de mise en scène, c'est moi qui ai voulu les mettre ici. Donc ça c'est leur habitat, ils habitent dans cette maison avec leurs parents, qui ne sont pas à l'écran. Et en fait, bah voilà, c'est un habitat rural. Effectivement, vous avez les draps qui sont suspendus devant la maison, la parabole qui est au-dessus, et, euh, et le grand frère qui tient sa petite sœur. Et pour moi, c'est la protection. Il y a plein de signes de protection dans cette photo. Mmh. Bon, la première protection, c'est ce petit garçon déjà avec sa capuche. Il est avec cette capuche Ouais. cette cagoule qui le met en protection, et il protège sa sœur avec ses mains comme ça, et la petite sœur est logée dans les bras de son grand frère, et tous les deux, ils sont en protection avec les draps, avec les couvertures. Et on est là dans ce qui est le plus fort, enfin plus fort, il y a plein de messages qui sont forts, mais la famille en Algérie, c'est vraiment très puissant, hein. Ce sont des familles nombreuses, et j'ai adoré jouer avec eux, et ils ont compris en fait. À un moment donné, en même temps, ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi je voulais les mettre là, mais ils sont apprêtés au jeu. Il y a une autre photo où j'ai fait, je vais la mettre, c'est Mmh. celle-ci. Euh, En fait, on est toujours avec les mêmes enfants. Je ne sais pas si tu la vois. Oui, oui, tout Et à fait, il y a pas de problème. voilà. Et donc, c'est des enfants. Pareil, en fait, je me dis, j'arrive pas. On avait beaucoup de mal à communiquer. Puis je me suis dit, ben, pour les occuper, puis pour m'occuper moi, je vais faire euh, ce qu'on appelle un principe en photo, c'est on les fait sauter. Souvent dans les mariages, on peut demander aux mariés de sauter. Il y avait un très très grand photographe américain qui a inventé ce procédé qui s'appelle la jumpology. C'est un vrai procédé D'accord. photographique qui a été inventé dans les années 50. C'était un Américain et qui demandait aux stars de cinéma, il a fait ça avec Marilyn Monroe, il a fait ça avec tous les grands artistes, et un peu par hommage, voilà, j'aurais demandé aux gamins de sauter. Et là, j'étais avec tous les garçons qui étaient face à moi, et j'arrivais pas à les faire sauter en même temps parce que je faisais un décompte 3, 2, 1, mais ils ne comprenaient pas le français. Mmh. Et à aucun moment, j'ai eu la photo parfaite avec les quatre au même temps. Mmh. Et comble de l'histoire, il y a la petite Bah oui, qui passe devant, elle est au premier plan. au moment où je l'ai fait sauter. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'y arrive pas. On a fait, mais je sais pas, j'ai fait 100 photos là pour les faire sauter en même temps. Et le comble du truc, la gamine qui passe devant, je me suis dit, bon, la séance est foutue, c'est pas grave. Et puis le soir, je regarde cette photo et je me dis, mais cette photo, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que cette petite fille, elle voulait tellement être à l'image? Tu vois, c'est ça qui est dingue, parce que elle trépignait d'impatience, je pense. Elle voulait absolument être sur la photo.
Et elle prend la lumière et c'est drôle parce qu'en fait, il y a une vraie diagonale dans l'image, tu vois, il y a une vraie diagonale comme ça. Et Oui. finalement, elle prend la tête, tu vois, comme les Dalton, et Ouais. elle devient la première sur la photo. Et cette image a plein de symboliques. Un, c'est les filles qui veulent exister dans ce pays, quelque part. Ça explique ça aussi, qu'elles veulent exister, les enfants, ouais, et les femmes. Ça veut dire plein de choses. Et je lui ai rien demandé et elle prend le lead sur la photo. Tu vois, c'est ça que ça veut dire cette photo pour moi. Et, euh, et j'adore cette photo. Vraiment, à la base, c'est une photo ratée sur le moment. Et quand je la regarde, et plus je la regarde, je me dis, mais c'est une photo qui est géniale, quoi. Justement, question, parce que tu dis derrière une photo, il y a une histoire. Euh, Moi, je suis pas un spécialiste. Moi, j'ai eu un Canon, un programme, un zoom et tout. Et en plus, je faisais de l'argentique. Donc, quand je prenais la photo, je ne voyais pas ce qui se passait. Cette photo, elle a été prise en argentique ou en numérique? Non, je fais plus de photos en argentique depuis. Est-ce que tu peux me permettre, Raphaël, est-ce que tu peux expliquer, on ne peut jamais savoir, quelle est la différence entre l'argentique et le numérique, s'il te plaît? Bon, la différence. Donc déjà, à l'époque, on mettait des pellicules. Ça va à l'époque, c'est bon les commentaires, hein. Oh, ça va. Ah, Tout à l'heure, non, mais c'était les 78 tours, après les cassettes directeurs, maintenant c'est les... non, ça me fait rire parce qu'hier soir, j'étais avec mon neveu qui a une vingtaine d'années et qui, lui fait de la photo en argentique. Et Ah, voilà, donc il y a un vrai retour à l'argentique. Euh, donc on mettait des pellicules dans les appareils et les pellicules faisaient 24 ou 36 poses. D'accord. et on ne voyait pas ce qu'on photographiait. Ben, on voyait dans une toute petite visée. Et là, aujourd'hui, les écrans, ils sont quand même plus larges, quoi. Donc, on voyait quand même, mais c'était beaucoup plus petit. Et sur 24 ou 36 photos, quand on en réussissait, allez, une ou deux, c'était le bout du monde, on va dire, parce que voilà. Ah, Mais on allait chez le photographe pour faire les tirages et on payait le développement et on voyait la photo en réel. Enfin, je veux dire, on peut le faire aujourd'hui, mais mais ça avait un coût. On attendait, fallait pas se planter, il fallait pas voiler la péloche. Enfin, bref. Mais il y avait un vrai plaisir parce qu'on attendait et on payait. Aujourd'hui, moi, j'aime faire de la photo numérique parce que quand on est face à un sujet, face à tout type de sujet, un sujet, c'est la personne, hein. Moi, je fais beaucoup de portraits, hein. L'expo s'appelle Visage d'Algérie parce que faire de la photo de nature morte, ouais, c'est bien, on est en studio, tout ça, mais pour moi, le portrait, c'est la personne, le sujet, c'est ce que je préfère, c'est mon domaine de prédilection. Il y a beaucoup plus d'émotions, quoi. Et prendre quelqu'un en photo, il y a déjà le temps de mise en place, euh, où en fait on oublie la technique. Moi j'ai été assistant, on n'est pas auteur quand on est assistant, on assiste le photographe, on assiste le directeur de la photographie, et on est là que pour la technique. Moi j'ai bouffé du boulon et de la vis de photo pendant des années, quoi. ouais. Aujourd'hui je suis auteur, la technique je l'oublie. Enfin, j'essaye au maximum de l'oublier en fait. Quand D'accord. je suis en photographie, quand je fais des photos, il faut qu'au maximum tu sois avec ton sujet. C'est-à-dire qu'en fait, ton sujet, tu ne le quittes pas des yeux. Moi, c'est le grand secret de ça, c'est qu'en fait, quand tu es avec quelqu'un, tu es avec lui tout le temps. Tu ne peux pas te cacher derrière l'appareil photo en disant putain, je suis à 2,8, j'ai pas assez de lumière, machin, il faut un réfleau. Non, les gens, ils sont avec toi, ils ont une demi-heure à se consacrer ou 5 minutes. Euh, ils s'en foutent, quoi. Si tu perds le contact, si tu perds ce contact, ouais, c'est ça, c'est foutu. Parce que la personne, elle est là pour toi. On est deux êtres humains, on est là en même temps, on doit échanger et on doit les mettre à l'aise, ou en tout cas, on doit les mettre on doit mettre la personne dans l'état que toi tu veux. Mais la personne ne le sait pas. Et toi, en tant que photographe, tu sais exactement ce que tu veux. Et pour arriver à mettre cette personne dans l'état dans lequel tu veux, ben, il y a tout un procédé, il y a toute une chimie, une alchimie qui doit se faire, et ça prend du temps. Ou pas. Ça dépend vraiment de l'état d'esprit dans lequel est la personne au moment, et toi aussi dans l'état d'esprit dans lequel tu es. Et des fois, ça peut aller très vite, et des fois, ça peut être très long. Et, euh, et la différence entre l'argentique et le numérique, pour revenir à ta question, en réalité, il n'y en a pas. Si toi, tu es bien avec ton sujet, après, peu importe la technique. Mhm. Euh, la technique, finalement, on s'en fout. C'est comme un pilote de voiture.
évidemment, il sera plus à l'aise avec une voiture qui a de la puissance, mais avec une Dodoche, il va s'éclater aussi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, la technique, tu peux faire des super photos avec un appareil jetable. Moi, au départ, tu sais, quand tu apprends la photo, quand tu es dans là-dedans, tu apprends avec les meilleures optiques, avec les Zeiss, avec les optiques qui ouvrent, enfin bref. Et puis, au fil du temps, tu te rends compte que moi, bien sûr, aujourd'hui, je travaille au réflexe. Bien sûr, il me faut un minimum de technique, mais j'essaye de le mettre derrière moi, quoi. Voilà. D'accord, ok. Euh, tu aimes les photos que tu prends en général, il y a toujours des gens devant? Ouais. Bah, Là, en fait, oui, pardon, excuse-moi, la question m'a posée, Raphaël. Est-ce qu'il y a toujours des gens devant, dessus, ou est-ce que c'est cette expo en particulier et ce parcours que tu as fait en Algérie qui a fait que tu as pris beaucoup de gens? alors, quand je suis arrivé en Algérie, le premier soir, on était avec Raymond à Alger. On était dans un centre diocésain. Et face à moi, je me suis retrouvé en face d'une bonne sœur qui Mhm. était euh, africaine. Et je lui dis, bah voilà, moi je suis venu avec mon appareil, je cherche des sujets pour prendre en photo. Et elle me dit, oh, il faut que vous alliez dans le sud du pays et il faut que tu ailles photographier les femmes, tu sais, les fameuses femmes qui sont avec le drap. C'est des photos où les femmes algériennes ont un tissu qui mesure 5 ou 8 mètres de long et en fait on ne voit qu'un seul œil de tout le corps. Mhm. Et je lui dis, ouais, c'est une super idée, c'est génial. Mais tu sais quoi, moi, je suis là pas très longtemps et tu me parles d'une femme à prendre en Algérie. Ben, écoute, ça tombe bien. On est en Algérie, tu es une femme, je te prends en photo, ça te va? Et elle me regarde et pendant une seconde, il y a une espèce de flottement qui s'opère en se disant, mais en fait, moi, ce que j'adore, c'est l'effet miroir. Il y a quelqu'un qui parle d'un truc et toi, tu répètes juste ce qu'il vient de dire et tu le renvoies vers lui, tu vois. Technique de journaliste pur et dur, quoi. Et elle regarde et là, elle sourit, elle me dit. Et là, je te comprends. Et elle valide, elle fait ouais. Et je me suis dit, putain, mais c'est génial. Elle veut que je lui prenne en photo. Ok, je vais chercher l'appareil et je la prends en photo. Et ça a été le début, en fait, grâce à elle, grâce à ses réflexions. Je me suis nourri de sa réflexion et on se nourrit tous. On a une problématique, on la cite. Et en la citant, déjà, on répond un peu à la problématique. Et quand on le partage à quelqu'un et qu'il nous donne sa réponse, ça nous nourrit en permanence. Et je me suis nourri de sa réponse pour construire quelque chose. Il n'y a pas de création euh, Mhm. sans aller-retour. La création, c'est ça, c'est des allers-retours entre les gens et on reprend que le meilleur d'eux et on prend le meilleur de nous pour donner un truc différent. Et ça a été le début. Et après, j'ai pris tous les gens que j'ai rencontrés. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, je les ai tous pris en photo. Ouais, juste une question. En plus, c'est bien parce que on en va être à partir de mardi prochain, je vous rappelle, dans le cadre de la semaine du tourisme virtuel, deuxième édition, puisque les salons du voyage n'ont pas pu s'organiser. Euh, En Algérie, tout le monde accepte de se faire prendre en photo? Parce qu'en France, c'est clair que c'est parfois un peu complexe. Hmm. Alors, toutes les personnes que j'ai pris en photo connaissent Raymond. Et Raymond était mon passeport, mon guide. Et du coup, on a pu avoir la chance d'aller dans des familles. Euh, Tu vois, typiquement, ce petit garçon-là qui est derrière nous, c'est un garçon que Raymond connaît très très bien. Du coup, moi, j'ai pu prendre plein de photos avec lui, avec ses frères et sœurs. J'ai pas pris de photos de personnes que je ne connaissais pas. Je ne voulais pas prendre de risques. Mhm. La langue, déjà, c'est un sacré problème. Mhm. J'ai fait des photos sur des commerçants, mais c'était très délicat. Raymond n'était pas là, il parlait pas français, et Oui, c'était voilà. compliqué. J'ai eu des refus, Mhm. et, et du coup, bon, faut quand même faire très attention aujourd'hui avec le droit à l'image. Donc, toutes les personnes que je montre dans l'expo, c'est des gens consentants, parce qu'en fait, ils m'ont vu arriver avec mon oncle et j'étais, voilà, comme je te disais, c'était mon passeport, quoi. Ok, d'accord. Sur cette photo, est-ce que c'est pas une drôle d'image que tu montres? On a l'impression comme dire qu'on est, on est sur un chantier, quoi. On n'est pas sur un bâtiment comme nous on connaît en France, que ce soit Aix-les-Bains ou que ce soit comment dire à Villeurbanne où je me trouve. Euh,
Alors, cette photo, C'est le danger de l'interprétation de la photo aussi. Hein. ouais, Euh, tout à fait. J'ai fait exprès de faire cette photo parce qu'en fait, euh, il faut savoir alors, on a l'impression que, comme tu dis, on est sur un chantier. En fait, il faut savoir qu'en Algérie, quand les familles qui ont un petit peu d'argent, enfin, toutes les familles qui travaillent pour se construire une maison, habitent le rez-de-chaussée. Et donc, et les familles habitent, en tout cas dans la famille dans laquelle j'étais ce jour-là, la grand-mère, la maman et les enfants. Donc, vous avez 3 générations qui cohabitent dans différentes pièces. D'accord? Et au-dessus, à l'étage, les parents commencent à construire les maisons. Donc, c'est pour ça qu'en fait, là, on se retrouve à l'étage de la maison où tout le monde habite. Et ce sont les enfants, pardon. J'avais pas vu qu'on était au premier étage. Ouais, voilà, en fait, on est au premier étage. Et en fait, ce petit garçon, bah, quelque part, ce sera son appartement, ce sera sa maison. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, là, il est posé contre le mur. Et pour l'anecdote, c'est un apprenti garagiste et c'est Raymond qui lui a trouvé ce travail. Donc Raymond lui a apporté la capacité à apprendre un métier et à quelque part à gagner de l'argent. Et puis ce petit, il va se marier dans quelques temps et il va pouvoir inviter sa femme à venir habiter dans la maison et avec ses parents en dessous, tu vois, et la grand-mère. Et lui, clairement, il va habiter là. Et j'avais envie de le montrer quelques années avant son futur habitat. Parce qu'à côté de lui, il y a les grandes fenêtres ouvertes qui Oui. ouvrent vers le ciel, un ciel bleu, un ciel sans nuages, sans ombrage. Et lui, il est souriant dans l'embrasure de la lumière qui vient le prendre sur sa tête, sur son esprit. Et c'est un gamin qui a la tête dans le soleil et son avenir, quelque part, j'espère pour lui qu'il est tout tracé. Et quelque part, l'histoire que je vais vous raconter, c'est qu'en fait, on a l'impression que sa vie est en chantier. La maison, c'était un chantier. Oui, Sa voilà. vie est en chantier, tu vois. Et c'est ça que j'ai voulu raconter, c'est que, mais tout se passe bien. On a l'impression qu'à prime abord, c'est un peu bancal, mais comme nous tous, quand on apprend la vie, c'est un peu bancal. Mhm. Euh, Quand on a des notes pourries à l'école, qu'on n'est pas forcément aimé, quand on s'aime pas forcément, tout est bancal. Et ben lui, ben finalement, lui, j'espère pour lui que la route sera droite, pas trop semée d'embûches, quoi. Alors, Voilà. détail, si tu te retournes 2 secondes, parce que tu caches la fenêtre devant laquelle Ah, tu es. Non, non, pardon. non, non, puisque moi j'y suis. Non, non, arrête, remets-toi en place, remets-toi en place, Ah, remets-toi en place. pardon. C'est important, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir notre positionnement, toi à gauche, moi à droite. Hein. C'est qu'on voit, moi, tu vois la fenêtre qui est là. On voit, c'est quoi? C'est l'Atlas derrière? Ce sont les montagnes? C'est Ouais, c'est les montagnes, c'est pas l'Atlas. C'est un petit village où ils habitent. On est à 500-600 mètres d'altitude et il y a des collines. d'accord, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a le cadre aussi qui va avec. Ok, d'accord, d'accord. Est-ce que tu as déjà fait ailleurs qu'en Algérie? Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, autour du lac. C'est-à-dire, Est-ce que tu as déjà eu une inspiration comme ça dans un autre endroit, dans une autre région, dans un autre pays? non, non, pas réellement. En fait, tu sais, Alain, je suis très content hein, de faire cette émission parce que ça me permet, moi, de me replonger C'était il y a 2 ans. Mhm. Ça faisait très longtemps que je voulais faire une expo. Et j'en parlais avec des amis, mais je trouvais pas. Je trouvais pas la thématique. Je trouvais que c'était pas. C'est faire un truc sur les vendangeurs, le vin, la vigne, la montagne, les paysages et tout. Mais ça manquait de relief. J'arrivais pas à trouver le sujet. J'arrivais pas à trouver le déclic. J'allais te dire la bonne histoire. Ouais, je n'arrivais pas à trouver la bonne histoire. Et quand je suis parti en Algérie, je savais que j'allais faire des photos, je savais que j'allais ramener du matériel, et je me suis fait confiance. Et c'est vraiment Raymond, mon oncle, sa vocation. euh, et c'est l'expo qui vient à toi, en fait. C'est la thématique qui vient à toi. C'est pas nous qui allons vers une thématique. En tout cas, moi, c'est mon expérience perso. Oui, oui. Il faut savoir se faire confiance et il faut savoir écouter ses guides. Ouais. Et, Et, j'ai 46 ans, comme quoi il n'y a pas d'âge pour commencer à créer. Hein, et Totalement. même si j'ai fait d'autres trucs avant, évidemment. Mais non, je peux dire que c'est vraiment la première fois, c'est mon premier travail d'auteur. Voilà. Quand j'explique une photo, pour moi, là, tu vois, je t'explique les symboliques, je t'explique
pourquoi, comment. Là, j'ai un vernissage mercredi soir à Chambéry, au Centre culturel Malraux. Je vais faire des démonstrations, je vais expliquer aux gens pourquoi j'ai fait cette photo. Moi, c'est ma première histoire, quoi. C'est ma première histoire. Donc, non, je ne peux pas dire que j'ai fait d'autres photos pour répondre à ta question. Voilà. Euh, c'est ce que je trouve souvent avec les artistes, les théâtreux, les gens qui font de la culture. Euh, Est-ce que là-dedans, je veux pas dire pour être bon et avoir du talent, mais est-ce qu'il faut vraiment parler d'émotions, de, de sentiments? Parce que là, comme tu dis, derrière une photo, il y a une histoire, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que, quand je t'ai posé la question, est-ce que tu l'as fait ailleurs? Est-ce que le fait que Raymond soit ton oncle et que tu sois dans son pays à lui fait que tu réussis à faire passer des émotions d'une manière totalement différente? Alors, c'est une transition toute trouvée pour parler de qui est Raymond, parce qu'on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure. Oui. Raymond, il est arrivé en Algérie en 69. Tu vois, ça fait quand même presque 50 ans. Mhm. Euh, il a fait beaucoup d'aide à l'enfance avec les enfants handicapés. Il a enseigné à des enfants. Et en 91, donc ça faisait déjà plus de 20 ans qu'il y était, il y a eu le début de la guerre civile en Algérie. Tu sais, le Front islamique, le GIA, est arrivé au pouvoir à l'époque. Et de 91 à 2001, je ne suis pas un expert en Algérie sur cette période-là, mais si je vais te donner un chiffre, mais c'est vérifié comme source. Il y a eu 180 000 morts en Algérie pendant 10 ans. Okay. Tu me permets un truc, excuse-moi, je peux te couper? Vas-y. Je trouverais normal que... Ah, on va pas le voir ensuite. On le voit pas bien. Ouais, on ne le voit pas bien. Mais vas-y, mais continue comme ça. Non, mais c'est pas grave. Et donc, on voyait à la télé à l'époque, moi j'avais 18 ans, j'étais un gamin, je ne comprenais pas réellement ce qui se passait en Algérie. Je voyais mes parents un peu inquiets parce qu'on le voyait aux actus à la télé qu'en Algérie ça sentait mauvais, quoi. Guerre civile, c'est un peu. Cette semaine, tu vois, il y avait des affrontements en Palestine et à la bande de Gaza. On voit qu'il y a des morts, il y a des enfants qui sont morts. Et à l'époque, en Algérie, c'était tous les jours qu'on voyait des images de tueries à la télé. Mes parents étaient inquiets pour la vie de Raymond et on s'est dit à l'époque, il va rentrer en France. Quoi de plus normal? En plus, le GIA, le parti politique en pouvoir, avait dit aux expatriés, aux Français et de surcroît catholiques, si vous restez en Algérie, c'est à vos risques et périls. Et il y a eu la vague d'attentats des premiers prêtres assassinés. Vous avez les moines de Tibérine qui ont été assassinés. Raymond, lui, il les connaissait très très bien. Il était allé plusieurs fois à Tibérine. Il les côtoyait. Et en tant que prêtre missionnaire, nous, on avait vraiment peur pour lui. Vraiment, mais vraiment très peur. On s'est dit, la prochaine fois que j'ouvre la télé, c'est pour découvrir que mon oncle, il est mort, quoi. Tu vois? Et on a vécu comme ça, avec comme une épée de Damoclès pendant 10 ans, sans déconner, tu vois. Et, à l'époque, Pierre Claverie, qui était l'évêque d'Oran, dit à Raymond, tu vas à Mascara, tu vas t'occuper de l'église de Mascara. Et au moment où il hérite des clés de l'église, plus de paroissiens, parce qu'il y avait encore des Français ou des Québécois ou des Canadiens, enfin des Européens qui travaillaient en Algérie, tu vois. Et d'un coup d'un seul, il se retrouve avec une église, mais pas de paroissiens. Juste un autre prêtre avec lui et une ou deux sœurs pour être la communauté des spiritains. Mhm. Et il tourne en rond, il n'y a personne, ça commence à être le début de la guerre, tout ça, et il se retrouve seul à prier, et il tourne en rond, il s'emmerde, quoi. Clairement, il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire? Et il rappelle Claverie, et l'évêque, et il lui dit, écoute, il faut qu'on transforme cette église en quelque chose, quoi. Il faut qu'on soit au service de la population. Les gens, ils sont demandeurs. On va faire une bibliothèque. Et l'évêque lui dit, mais on n'a pas d'argent, on a zéro bouquin. Et Raymond, il fait, il faut qu'on apprenne aux femmes à apprendre la couture. Il faut qu'on apprenne aux enfants à apprendre l'agriculture. Il y a tout à refaire. Et Claverie lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux faire? Et Raymond lui dit, on va faire une école. On va faire une école. Voilà, on voit bien en portrait là. On va se démerder, je vais faire des plans. Et il se retrouve avec une église. Et c'est comme si demain, tu vas à l'église à côté de chez toi. Et il faut imaginer qu'il a fait couler une dalle, il a fait des salles de classe. Et c'est plus l'église dans laquelle il a hérité, tu vois. Et en fait,
ben, petit à petit, les femmes, les enfants, les adultes viennent dans ce centre qu'il a appelé El Amel. El Amel en arabe, ça veut dire, désolé pour ceux qui parlent couramment arabe, ça veut dire espoir. Je ne le prononce pas très très bien, mais ça veut dire espoir. Comme si lui, il avait fondé ce centre qui s'appelle l'espoir au milieu du chaos. Et, il faut faire doublement attention pour lui parce qu'au final, il se rend au service de la population et il amasse des bouquins, il crée une bibliothèque, il demande à des copains en France, des universitaires, de lui envoyer des bouquins, il achète des livres, il récupère des dons à droite à gauche, il se bat comme un diable. Et quand je suis allé lui rendre visite, là, il y a 2 ans, il m'a fait visiter la bibliothèque. Et dans la bibliothèque, vous avez 25 000 livres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail qu'il a pu faire. C'est un truc de fou. 25 000 livres, c'est déjà une très, très belle bibliothèque. Vous avez des universitaires, des gens des docteurs qui viennent dans sa bibliothèque étudier, apprendre, travailler. Et tous les samedis, il y a des conférences, des débats avec des auteurs, des romanciers qui viennent faire des tables rondes, des conférences. Il y a des projections de films, il y a des femmes qui viennent apprendre à cuisiner, il y a des femmes qui viennent apprendre la couture. C'est un endroit où la solidarité, la fraternité, et comme Raymond dit, bah, moi je suis catholique, eux ils sont musulmans. C'est comme ça. Ils viennent dans ma maison, je les accueille à bras ouverts. Les enfants, pour assister aux cours, les parents donnent un petit peu d'argent, ça paye les profs. Et lui, il gère ce centre comme un petit chef d'entreprise, tu vois. Euh, et ça sent bon dans cette maison, tu vois. Il y a une âme. Et, et ça, euh, tu vois, quand j'en parle, je suis hyper ému parce que ça te prend les tripes, ça prend l'âme, tu vois, ça prend vraiment l'esprit. Et c'est l'Esprit Saint dans cette baraque, c'est l'Esprit Saint. Je l'ai vécu. Et le matin, à 7 heures, il me dit, on va à la chapelle, on va prier. Putain, moi en France, je vais pas à la chapelle prier, tu vois, ça m'arrive jamais. Je vais jamais à l'église à part à Noël ou pour un mariage ou des obsèques. Et je me retrouve à 7 heures du mat, dans la petite chapelle, avec Raymond à côté de moi et avec les sœurs. Et on est là et on prie. Et je me dis, bon, bah, on prie, ok, on prie. Et je me suis dit, mais c'est quoi prier? Raymond, c'est quoi prier? Tu vois? Et j'ai prié. Tu vois, en fait, je me suis dit, mais c'est quoi prier? Pourquoi on est là? Et pourquoi tu es là? Et pourquoi on est là? Tu vois? Et j'ai pris vraiment conscience de ce travail de prière et de bonne intention. Euh, et, euh, ouais, et tous les matins, même le soir, j'allais à la prière, ça durait 30 minutes, et j'étais bien. Franchement, j'étais royal, j'étais super bien, parce qu'il était là, parce qu'il me faisait lire des petits passages de la Bible. Et moi, j'ai fait le caté étant jeune, et au caté, quand tu as 13, 14, tu lis des passages de la Bible, tant que tu n'as pas vécu la vie, c'est très abstrait. Et moi, comme je te disais en introduction, quand je suis allé là-bas, je venais de quitter ma femme, je venais de quitter mon travail, j'étais en pleine réflexion. Ça a été une retraite pour moi. Donc, ça a été une retraite spirituelle, ça a été une rencontre. Ce voyage, ça a été un tournant dans ma vie. Voilà, vraiment. Alors, je vais te remercier parce que c'est très chouette, puisque tu viens de te livrer avec émotion, et elle est tout à fait respectable, sur ce que j'appelle les coulisses. Et là, alors là, la question, elle est encore plus, est-ce que si tu n'avais pas eu ce parcours en dehors du temps, donc tu as ton appareil photo et tu prends tes photos, est-ce que tu penses que tu aurais obtenu le même résultat? Parce qu'il y a le moment où tu poses ton appareil photo, où tu appuies pour prendre la photo, et puis il y a tout ce qu'il y a autour. Et là, tu viens de nous lâcher des infos qui étaient hyper importantes. Est-ce que le fait d'aller justement prier le matin et le soir rentre en ligne de compte dans la manière que tu vas avoir d'appréhender cette prise de vue? Bien sûr, bien sûr. Ah, ça, c'est extraordinaire. C'est, comme tu Ah, dis, derrière une photo, il y a une histoire. C'est fabuleux. Là, on est en plein dans le sujet. eh oui, donc l'expo s'appelle Visage d'Algérie autour du père Raymond Gonnet, c'est-à-dire qu'en fait, c'est lui le guide, c'est lui le passeport, c'est lui qui m'a permis, qui a validé que je pouvais prendre des photos avec ces gens qui étaient autour de nous. Et il y a tout type de population, c'est une Algérie rurale que j'ai pris en photo. Et le message que je veux véhiculer à travers cette expo, c'est que aujourd'hui en France et en Europe et dans le monde,
il y a beaucoup de racisme en France. À chaque élection présidentielle, le score du Front National, il fait des scores de fou. Là, il va y avoir les élections régionales et on sent bien que voilà, il y a une poussée très forte du racisme et de l'antisémitisme et on ne va pas assez vers l'autre. En fait, on ne le connaît pas assez, on ne connaît pas assez les gens. Tu vois, euh, alors, ça peut être très facile de dire bon, bah, tu as été accueilli, machin. Moi, c'est juste un message de paix, c'est que je veux symboliser à travers cette expo. C'est un message de fraternité, de solidarité, de travail qu'il fait au quotidien. Et lui, il a 80 ans et il y a beaucoup de gens en France qui se plaignent. Et lui, il est toujours dans l'action, il ne se plaint pas, il n'est pas à la retraite, il est toujours actif. J'ai l'impression peut-être d'en faire beaucoup avec lui, mais voilà, il va rester en Algérie jusqu'au bout. Et lui, voilà, quand il revient en France, il est très triste. Il veut tout de suite retourner en Algérie. Ça lui fait du bien de venir en France, mais au bout de 2 semaines, il veut retourner là-bas. Sa vie, elle est là-bas parce qu'il aide les gens vraiment au quotidien. Mais comme lui, vraiment, pour reprendre ses paroles, il dit aussi, mais en France, et partout dans le monde, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas musulmans, qui sont athées en fait, et qui font des choses formidables à la Croix-Rouge, au Resto du Cœur, et en fait, ils font les mêmes actions. Et lui, en tant que catho, il dit, mais ils sont doublement regardés. Quand tu es catholique, tu es doublement regardé par les gens qui ne le sont pas, parce que ce que tu dois faire doit montrer le bien. Et lui, il dit, mais il y a des gens qui ne sont pas du tout, comment dire, chrétiens, enfin, qui ne sont pas croyants et qui font des choses comme des chrétiens, en fait, ou comme des musulmans dans la règle de l'art. Et en fait, voilà. Cette photo est en train de faire le tour du monde. Elle a 20 ans, elle est secouriste. Elle a été prise hier et c'est assez impressionnant comme on voit de l'espoir et des larmes. Euh, c'est assez extraordinaire. Euh, Moi, j'aime bien parfois, comment dire, coller à l'actualité pour une simple raison, c'est que là, c'est pas l'actualité, c'est la réalité de la vie Ouais. que tu présentes. Et je voulais te remercier là-dessus. On va être obligé, malheureusement, de faire attention au fait que Zoom a un temps limité d'enregistrement, donc on va bientôt, malheureusement, devoir nous quitter. Mais je voulais te remercier. Je voulais te remercier pour cette authenticité, cette vérité, pour tout ce que tu as dit, d'une simplicité extraordinaire. Et si je puis me permettre, si aujourd'hui nous sommes le 22 mai, moi depuis 3 jours, je suis quand même dans l'après. Je considère que tous les travers qu'on a eus, ben, j'ai plus envie de les revoir. Et je pense que là, tu es bien dans l'image de ce qui peut être cette notion, on va dire peut-être de fraternité, de synergie, de dire que ce soit le jeune homme qui est derrière toi. Quel est son prénom d'ailleurs, le jeune homme sur la photo que tu as? Je crois que c'est Mohamed. D'accord. Ben, je vois que Mohamed, comme cette secouriste ou ce migrant, ou toi ou moi, nous sommes tous des êtres humains avant tout. Enfin, il n'y a rien d'autre de plus important dans la vie. Voilà. Je voulais te remercier d'avoir donné ces quelques temps, ces quelques minutes. C'est très chouette ce que tu as fait. Est-ce que tu peux rappeler juste ton expo à Chambéry? Est-ce qu'elle est ouverte complètement? Est-ce qu'on peut y venir? Alors, là, les galeries, les centres culturels, les musées, les cinémas ont réouvert. Oui. J'expose au Centre Malraux. Le tiers-lieu, c'est la base. Mhm. Donc, depuis le 19 mai jusqu'au 25 juin de cette année. Euh, je vais exposer à Grenoble au mois de septembre à la Maison internationale. J'exposerai à Lyon en février chez Paul Trud. Et j'ai Paris et Turin aussi en attente. J'ai les lieux, on est juste dans la programmation. Voilà, c'est très important pour moi. J'ai déjà exposé à Chambéry. Je suis très excité de sortir de Savoie, parce qu'ici, Raymond Gonnet, il est savoyard, il est connu des Savoyards, même s'il a été en Algérie. J'ai très envie de sortir de Savoie pour montrer cette expo dans les autres villes et même dans d'autres pays, pour pouvoir exporter ou en tout cas expliquer le message derrière cette expo. Voilà. En tout cas, je te remercie de m'avoir invité, Alain. C'était très sympa. Moi, je parle avec, tu l'as dit, avec beaucoup d'émotion parce que son action est très émouvante. Donc, voilà, je me suis livré et à chaque fois, j'ai un peu le trémolo dans la voix. Donc, merci d'avoir remarqué ça et cette authenticité. C'est un C'est ce choix que je... délibéré. Je tiens à présenter mes excuses pour ceux qui parfois me voient d'un drôle d'air.
les retours que j'ai, aussi bien ce qu'on vient de réaliser avec le kiosque des choses solidaires avec Fabrice Bonneau. Et je vous rappelle que c'est du caritatif. Donc, il y a des fois où je suis tolérant, mais je n'admets pas que quand quelqu'un fait du caritatif, en plus pour des enfants malades, ok, et pour le Samson Béard, je n'admets pas qu'on puisse se permettre des commentaires déplacés. Je préfère le dire. Mais chaque fois que je fais un truc, que ce soit avec les guides accompagnateurs, cet après-midi pour le printemps des cimetières dans toute la France et en particulier dans le cimetière de Villeurbanne, on va parler évidemment de l'histoire. Alors évidemment, ça ne sera pas une image puisque Chantal Jeanne va nous faire une visite. Demain, je serai au cimetière de Loyasse à Lyon où on parle de tout cela. Je pense que quand les gens sont authentiques, sont vrais, ne jouent pas de comédie, ne font pas des montages comme ce piètre journaliste qui, il y a 25 ans, a fait croire à Lady que Ouais. ça c'est inadmissible. Voilà. Si on est dans l'authentique, dans la vérité, dans le vrai, on n'aura jamais aucun problème. Et là-dessus, tu l'as été, c'est tout. Euh, Au fait, dernier point, parce que bon, on peut le dire, en ce qui nous concerne, il semblerait qu'on ait un temps un peu frais, mais que le ciel soit bleu. Et toi, Aix-les-Bains, vous êtes dans quel état en ce moment? Bah écoute, aujourd'hui il fait très beau. On va aller profiter des terrasses, des restaurants ouverts à midi parce que on a tous besoin de faire travailler nos amis restaurateurs et on a tous envie de se retrouver à manger et à consommer et de retrouver une vie normale parce que on était tous en sommeil comme des marmottes, hein. Moi, je suis savoyard, il y a beaucoup de marmottes, mais pour la première fois, on a hiberné. Là, on est pressé de sortir nos petits museaux dans la nature et de gambader tranquille et de profiter de la vie voilà, de Je vous profiter. rappelle que la photo de fond de page que je viens de mettre, c'est la photo avec laquelle j'ai démarré. Ça n'est pas une photo, c'est simplement une capture d'écran de sa page Facebook. Vous tapez Raphaël Gonnet et au moins vous verrez. Alors, juste pour info, je tiens à remercier aussi Raphaël d'avoir été comme tu as été. Vous savez combien qu'on est fiers, lui comme moi, d'être un peu des amateurs. Voilà. Vous avez vu qu'on a fait des choses où parfois on tâtonnait sur les changements de photos, sur etc., etc. Mais on est fiers de ça parce que quelque part, dans amateur avec un grand A, on entend aussi que c'est de l'art et c'est de l'artisanat. Eh ben, restons-le d'une manière très forte. Et on a vraiment découvert, je voulais te remercier, Raphaël, parce qu'on va dire une vérité quand même. Avant de démarrer, 5 minutes avant de démarrer, on était en train de se demander comment faire pour montrer les photos, pour les insérer, pour partager l'écran. Et c'est en téléchargeant qu'on se dit, mais tout compte fait, au lieu de se casser la tête, on a activé le canapé en fond virtuel. Et c'est comme ça que vous avez pu voir. Donc, cette photo qui est derrière moi, c'est la page Facebook. Bon, mais c'est pas difficile, hein. Regardez, vous voyez en dessous de sa tête et de son corps, il y a marqué Raphaël Gonnet. Vous tapez Raphaël Gonnet. Ah oui, c'est important. Quand on tape Raphaël Gonnet, il y a un type qui travaille, je sais plus où, là, dans une institution. Oh, c'est pas lui, hein. Ça n'a rien à voir avec toi. On est bien d'accord? Non, 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 tout à fait. D'accord. Merci à toi. Et puis, au plaisir de visiter très, très rapidement l'expo et de te rencontrer. Oui, pour les gens qui veulent venir voir l'expo, ils peuvent m'envoyer un message en privé. Je vous dirai tout simplement comment faire pour venir vous rendre soit à Chambéry, soit à d'autres dates. Il faut suivre le site internet Visage d'Algérie. Tu mettras les liens, j'imagine, du site. Et tout est indiqué sur le site internet. Voilà. Merci à Merci à toi. toi, Alain. Merci beaucoup de m'avoir invité. Vraiment.